Bienvenue à tous pour cette table ronde au sujet du Fonds européen de défense. Donc je commence par me présenter. Donc je suis Xavier Truel, ingénieur en chef de l'armement, employé au Conseil général de l'armement, qui est une structure qui dépend du ministre des Armées et qui a plusieurs missions, et entre autres missions, de conduire des études, puisque je fais partie de l'une des deux sections études, donc qui ont vocation à éclairer les différentes instances du ministère des Armées sur des sujets de nature variée et générale en lien avec l'armement, dont le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui, qui est le Fonds européen de défense. Donc, pour parler de ce sujet du Fonds européen de défense, donc j'ai le plaisir d'accueillir nos 4 invités, dont je ferai une présentation un petit peu plus détaillée à chaque fois au moment de leur prise de parole. Donc, Cécile Marly, juste à côté de moi, qui est ingénieure générale de l'armement employée à la DGA. Hélène Masson, qui est chercheuse à la Fondation pour la recherche scientifique. Sylvia Kensuber, qui fait partie de la DG Defis de la Commission européenne, et Maxime Cordet, qui est chercheur à l'Institut des relations internationales et stratégiques. Voilà, donc avant de passer la parole à nos intervenants, donc je ne sais pas si tout le monde dans la salle est bien familier avec cet outil de financement européen de la défense qui est le Fonds européen de défense. Donc je vais commencer par vous donner quelques informations générales et quelques chiffres clés sur ce nouvel instrument européen de financement de la défense. Alors déjà, ce qu'il faut bien voir, c'est que le Fonds européen de défense, on peut dire que c'est vraiment le premier grand outil mis en place par la Commission européenne pour financer la défense. Donc là, en l'occurrence, c'est un outil qui a été mis en place dans le cadre de la programmation pluriannuelle de la Commission européenne, donc qui est actuellement en cours de réalisation sur la période 2021-2027 et qui est doté d'un montant conséquent puisque c'est 8 milliards d'euros sur la période, 7,953 exactement. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le Fonds européen de défense a eu des précurseurs. Donc on peut dire que la première fois qu'il y a véritablement eu une initiative de la part de la Commission européenne pour financer la défense, ça a commencé en 2017 avec un premier programme qui s'appelait le PADR, donc Preparatory Action on Defense Research, donc qui était véritablement un galop d'essai, puisque c'était un programme avec un financement assez modeste de 90 millions d'euros. Donc un premier outil qui a été mis en place sur la période 2017-2019. Et ensuite un deuxième galop d'essai, cette fois avec un niveau de financement un peu plus important, qui était le PEDID, donc le Programme européen pour le développement de l'industrie de défense, qui lui a été doté de 500 millions d'euros sur la période 2019-2020. Donc à la suite de ces premières expériences, donc les États membres de l'Union européenne ont décidé de mettre en place un outil davantage doté financièrement et plus pérenne, donc dans le cadre de la programmation 2021-2027. Et donc c'est comme ça que le Fonds européen de défense est né. Donc ce Fonds européen de défense, il a été adopté, donc le règlement du Fonds a été adopté le 29 avril 2021 par le Conseil européen. Et donc, il est actuellement, on peut dire, un petit peu à mi-parcours, puisque ça fait donc 3 ans et demi qu'il est mis en place, et donc c'est un instrument qui doit durer 7 ans. Alors, quelques informations un peu plus particulières en ce qui concerne ce fonds. Donc déjà, c'est un fonds qui est dédié à la recherche et au développement de technologies de défense et de produits de défense. Il y a un tiers du fonds, donc 2,651 milliards d'euros, qui sont alloués à la recherche et à la technologie. Donc ce sont des technologies de relativement bas niveau technologique et qui ont pour but d'être maturées pour après être intégrées dans des produits de défense. Et les 2 tiers du fonds, donc c'est 5,302 milliards d'euros, qui eux sont dédiés au développement, c'est-à-dire à la définition et à la fabrication par l'industrie de défense de produits technologiquement un petit peu plus matures, dans lesquels on va réaliser des prototypes, des essais, des tests de qualification, etc., de manière à pouvoir aboutir à un produit de défense le plus près possible de la mise sur le marché. Donc les bénéficiaires du Fonds européen de défense, ce sont, alors ça aussi c'est important, ce sont des organismes qui sont établis juridiquement au sein de l'Union européenne. Les principaux bénéficiaires, ce sont les grands groupes industriels, ce sont les PME, ce sont les organismes de recherche, ce sont aussi les établissements d'enseignement supérieur. Et puis il y a même également de temps en temps dans certains projets FED des ONG ou des think tanks. Donc comme toute
programme mis en place par la Commission européenne, il est mis en œuvre selon un rythme annuel. Donc tous les ans, il y a un programme de travail qui est défini et donc un appel à projet qui est lancé. Et donc au jour d'aujourd'hui, nous avons eu les résultats des 3 premiers appels à projets. Donc le premier a eu lieu en 2021. Il a été doté de 1167 millions d'euros. Il y a 142 projets qui ont été soumis et 60 qui ont été sélectionnés. La deuxième annuité donc, du FED de 2022 a été dotée de 832 millions d'euros. Il y a 134 projets qui ont été soumis et 41 qui ont été sélectionnés. En 2023, le fonds a été doté de 1136 millions d'euros. On a eu 236 projets soumis, donc là, il y a une véritable forte augmentation du nombre de soumissions et 54 projets sélectionnés. Et actuellement, en 2024, donc le résultat n'est pas encore connu, puisque l'appel à projet a été lancé à l'été 2024. Les résultats, les projets qui ont été soumis ont été rendus au mois de novembre 2024. Et là, on atteint un chiffre record avec 298 projets soumis. Et ces projets sont actuellement en cours d'examen par la Commission en vue d'une sélection qui devrait arriver à l'été 2025. Voilà, donc on en est à mi-parcours et donc au terme de 3 ans d'existence, on commence à avoir un petit peu des retours d'expérience sur le fonctionnement du Fonds européen de défense, mais aussi, et c'est ça qui est important, et c'est principalement de ça que nous allons débattre avec nos intervenants, le Fonds européen de défense a évidemment des ambitions, pas seulement d'injecter de l'argent dans l'industrie de défense, mais également vise des effets un petit peu plus de niveau stratégique, comme le développement des coopérations entre États européens et entre industriels européens, la consolidation de la base industrielle et technologique de défense, les réflexions capacitaires entre États membres pour définir et construire des capacités à l'échelle de l'Union, etc., etc. Donc pour pouvoir, de manière à approfondir ces sujets avec vous, donc je vais céder la parole à nos 4 intervenants. Et donc je vais commencer par Cécile Marly. Donc je présente Cécile Marly. Elle est ingénieure générale de l'armement. Elle travaille à la DGA au SASD, donc le service des architectes de systèmes de défense, qui est le service de la DGA qui est chargé des questions capacitaires en lien avec l'état-major des armées et aussi de tout ce qui est préparation de l'avenir. Alors, Cécile connaît parfaitement le Fonds européen de défense, d'autant plus que c'est elle qui représente la France au comité de programme annuel du Fonds européen de défense et qui donc porte les priorités françaises au niveau du Fonds européen de défense en ce qui concerne nos priorités technologiques et nos priorités capacitaires. Voilà, donc Cécile va nous indiquer, par son expérience, en quoi le FED est important pour la politique de coopération de la France avec les autres États membres et comment il influe sur nos réflexions capacitaires et les travaux du SASD au niveau de la planification à long terme. Cécile, c'est à toi. Bonjour à tous, merci Xavier. Donc déjà, je vais essayer de vous préciser un petit peu quelle est l'action de la DGA relative au Fonds européen de défense, puisqu'on inscrit cette action aussi dans une action plus globale du ministère des Armées qui est mobilisée sur le Fonds européen de défense. C'est la DGA qui représente le ministère des Armées, puisque la DGA va assurer la programmation, le montage des projets, mais veille dans un contexte plus global avec l'état-major des armées et la DGRIS à prendre en compte des intérêts politiques et militaires plus globaux dans le cadre de ces préparatifs. Donc la France essaye d'utiliser le FED dans le cadre de son approche capacitaire et soutient des projets au FED qui vont répondre à un besoin capacitaire harmonisé et suffisamment mature au regard des besoins des armées. On essaye de rendre notre approche du FED cohérent avec la LPM. On a aussi une volonté forte de soutenir notre base industrielle et technologique de défense. On va utiliser le BITD, mais je pense que c'est un terme familier pour tout le monde, hein, donc je vais utiliser le sigle à de nombreuses reprises. Donc on essaye de soutenir fortement la participation des entreprises françaises au Fonds européen de défense. Et on observe en fait que les entreprises françaises
sont très mobilisés pour aller déposer des dossiers et monter des consortiums au Fonds européen de défense. Et sur les 3 premiers appels à projets, on a un taux de réussite qui est assez important pour nos entreprises françaises. Par exemple, sur 2023, le taux de réussite sur l'ensemble des entreprises était d'à peu près 33%, c'est-à-dire qu'une entreprise sur 3 qui a déposé un dossier verra son dossier financé par le Fed. Et en fait, les entreprises françaises, leur taux de réussite est de 50%. Donc un dossier sur 2 où il y a la France est un dossier qui se voit financé. Donc on accompagne, la DGA accompagne fortement cette implication, cette mobilisation des entreprises françaises. Donc on a aussi une mobilisation en termes de ressources humaines qui est assez importante sur le FED. Il n'y a pas que le SASD, mon service, le service d'architecture des systèmes de défense, qui est mobilisé sur le FED. C'est très interdirection au sein de la DGA. On a forcément besoin d'un regard diplomatique de la direction internationale sur les sujets. Il y a un certain nombre de coopérations qui sont intéressantes à favoriser dans le monde européen. Donc la direction internationale, elle a son rôle à jouer. La direction des opérations, la DGA, a un rôle fort à jouer aussi, puisque une fois que les projets sont acceptés, financés, il faut qu'ils soient mis en œuvre. Et dans ce cas-là, ça passe au sein de la direction des opérations, de la DOMN, de la DGA, pour passer un contrat, être suivi, être implémenté. Donc beaucoup de monde mobilisé aussi. Et puis on a beaucoup de faits qui concernent la recherche. Donc l'Agence Innovation de Défense est aussi très mobilisée pour identifier les sujets de recherche et contribuer à identifier ce qu'on pourrait pousser, quel sujet de recherche pourrait avoir un intérêt pour la France et donc et aussi globalement pour l'Europe. Donc la DGA, comme le disait Xavier, siège au comité de programme du FED. Donc c'est moi qui représente la DGA dans ce comité de programme. C'est un comité de programme qui va préparer les programmes de travail avec l'ensemble des États membres qui sont représentés et qui va donc, chaque État membre va donc essayer de pousser des sujets qui sont soutenus par plusieurs États membres et qui vont être pesés entre eux par la Commission qui doit établir un programme de travail qui ne... et Sylvia expliquera ça, je pense, j'imagine. Mais en tout cas, les États membres, et la France en fait partie, poussent chacun leurs priorités, des priorités qui sont sous un angle national. Et la Commission a un rôle de devoir équilibrer tout ça, puisqu'il n'y aura pas 30 sujets dans le domaine terrestre une même année. Les sujets sont équilibrés sur l'ensemble des domaines que va couvrir le FED. Donc la mobilisation de la DGA, je vous disais, vers les entreprises, elle est assez importante aussi. Donc on va accompagner les consortiums qui se mettent en place pour répondre aux appels à projets du Fonds européen de défense, en accompagnant les consortiums qui nous intéressent. Il y a un certain nombre de sujets qui sont déposés, qui font partie des programmes de travail du Fonds européen de défense, qui n'intéressent pas spécialement la France. Donc on ne poussera pas les entreprises françaises à y aller. Mais quand les sujets nous intéressent, quand on veut en faire quelque chose au niveau national, dans nos feuilles de route nationales, on va accompagner les entreprises et elles auront besoin de cofinancement. Le Fonds européen de défense finance entre 20 et 100% des différentes activités d'un projet, selon le niveau de maturité. En fait, les projets de recherche sont financés complètement par la Commission européenne. Et les projets à plus haut TRL, qui sont en fin de développement, sont financés à hauteur de 20%, jusqu'à 20%. Ce qui veut dire que les entreprises qui déposent des projets au FED doivent identifier des cofinancements au sein des États membres, la plupart du temps, sauf si elles décident d'autofinancer les projets. Et donc la France soutient un certain nombre de projets en cofinancement.
va soutenir le dépôt des offres et va mettre des cofinancements sur la table pour permettre au projet de voir le jour. Et c'est le cas de la France et c'est aussi le cas des nations partenaires. Donc pour nous, on pense que pour réussir au Fed, il nous faut une forte implication des États membres pour, d'une part, identifier des sujets qui ont un intérêt, non pas pour un seul État membre, mais pour au moins 3, 4, 5, en tout cas un nombre conséquent d'États membres qui est mobilisé, puisqu'on aura besoin de ces cofinancements. Donc il faut que les sujets soient intéressants et soient cohérents avec les besoins capacitaires des États membres. On pense qu'il faut aussi, donc la France, la DGA pense qu'il faut pousser des sujets qui sont suffisamment matures vers le Fed et qui répondent à des besoins opérationnels des armées des différents pays de l'Union européenne. Donc on a aussi l'idée que le Fonds européen de défense est un vrai atout pour contribuer au renforcement du pilier européen de l'OTAN. Donc, par ailleurs, le Fed, mettre un projet au Fed, se dire qu'on va financer des briques technologiques au niveau européen et non pas en franco-français, c'est mettre un projet dans un mode de management qui est vraiment très différent de ce qu'on connaît au quotidien. Donc on est conscient qu'il faut un management rigoureux des projets pour permettre d'avoir des vrais résultats et des vrais résultats capacitaires qui nous sont utiles ensuite. Et enfin, pour nous, le Fed doit forcément être réfléchi en termes de BITD, renforcement de la BITD européenne. Et donc, les projets poussés au Fed doivent permettre de consolider un des pans de la BITD européenne. Donc, le Fed nous a permis de lancer un nombre important de projets en coopération qui répondent à des priorités capacitaires identifiées dans des mécanismes européens d'ensemble. Donc, on a les sujets du Fed qui s'inscrivent plus globalement dans la revue annuelle coordonnée de défense, la CARD, qui identifie un certain nombre de priorités, ainsi qu'au sein de la CSP, ça y est, aidez-moi, de la coopération structurée permanente, pardon. Donc, il y a un certain nombre de sujets qui sont identifiés dans ces dispositifs stratégiques et qu'on va réussir pour lesquels on va réussir à pousser des sujets au Fed en grande cohérence dans les différents dispositifs entre eux. Donc, par exemple, la revue annuelle coordonnée de défense avait identifié la priorité Future Solar Systems. Et ce sujet est adressé au travers d'un FED, le FED 21 Achille, qui contribue aux futurs travaux de préparation du futur système de combattants débarqués. Donc, quand on arrive à concrétiser en fait une priorité stratégique de la CARD au sein d'un projet FED, on est en complète cohérence au niveau européen des différents dispositifs entre eux. On fait la même chose aussi avec la coopération structurée permanente, comme je vous le disais. Donc, on a par exemple l'exemple du CSP Twister qui se décline dans un certain nombre de projets, tels que les projets IDIS et IDEF, qui sont dans le chapeau de ce grand projet Twister de la CSP. Donc, pour nous, ces différents sujets, la cohérence de ces différents sujets, en tout cas pour la France, la cohérence de ces différents sujets, elle est très importante et on va la rechercher quand on dépose, quand on pousse des sujets à la programmation du FED. Le FED pour la DGA doit être maintenu. Et on est aussi très sensible sur le sujet des critères d'éligibilité qui nous permettent une réelle préférence européenne. Pour nous, ce sujet est vraiment fondamental. Continuer à avoir cette préférence européenne, renforcer la BITD, c'est un des points forts du FED.
L'un des sujets que tu voulais évoquer aussi, c'était les sujets, la continuité des sujets et la planification de long terme. Donc il y a un certain, donc le fait on soit maintenant en train de préparer le programme de travail 2026-2027, on commence vraiment à avoir une continuité très forte et une cohérence entre les premiers sujets qui ont pu être poussés et les sujets qu'on est en train de construire maintenant dans les nouveaux programmes de travail. On a des premiers projets au Fed qui sont terminés ou en voie d'être terminés. Et donc, on aborde une nouvelle phase où on a de plus en plus de follow-up, de deuxième ou voire troisième phase de projet, ce qui est aussi assez structurant pour les entreprises qui bénéficient ces différents projets, mais également pour nous permettre de planifier à long terme et de voir ces différents projets s'imbriquer entre eux avec une réelle suite. Le fait, ce n'est pas uniquement un flash, 3 ans de projet, ça peut être un projet qui va se suivre, qui va monter en maturité, monter en temps réel et amener jusqu'à un véritable démonstrateur au bout de 1, 2, 3 phases financées au Fed. Et donc, à ce titre, l'approche qui est d'avoir une perspective pluriannuelle, essayer de positionner nos projets chaque année, essayer de les rendre cohérents avec les feuilles de route nationales, ça nous semble très utile au niveau de la DGA. Donc, pour nous, le FED doit répondre à ces enjeux de coopération dans un environnement où on est aussi en constante mutation d'ordre géopolitique. On a vu évoluer en fait les grandes tendances au Fed. Il y a des sujets qui étaient très peacetime dans les premières années du Fed et on en a beaucoup moins aujourd'hui dans la programmation des nouveaux programmes de travail. On a bien le sujet géopolitique en tête en permanence quand on travaille sur ces programmes. Donc, pour conclure, pour nous, il nous faut vraiment une bonne coordination au sein du MINARM, avec la Commission, avec les entreprises de la BITD, pour réussir à vraiment complètement tirer profit du Fonds européen de défense. Bien, merci Cécile. Je pense qu'on peut véritablement tous saluer le travail remarquable que la DGA fait pour soutenir le Fonds européen de défense, pour y participer, pour y faire figurer les priorités françaises en matière de capacité et d'industrie. Et comme l'a dit Cécile, le SASD n'est pas seul à la manœuvre à la DGA. Il y a également la direction de l'industrie de défense qui fait un travail remarquable pour soutenir nos industriels, nos organismes de recherche, etc., pour monter au Fed, les conseiller sur la manière de faire, les conseiller sur la nature des projets que la France va soutenir. Et grâce à ce travail collectif que la DGA orchestre parfaitement, nous avons effectivement, la France, ça se voit dans les chiffres, est très bien représentée au Fed avec des taux de succès tout à fait remarquables qui ont été évoqués par Cécile. Et puis également une présence des industriels et des organismes de recherche français assez marquée dans les différents projets du Fed, que ce soit en termes de coordonnateurs ou bien simplement en tant que bénéficiaire d'un projet Fed porté par un organisme étranger. Voilà, donc merci encore Cécile. Donc maintenant, je vais passer la parole à Hélène Masson. Donc Hélène Masson, donc chercheuse à la FRS, c'est véritablement notre experte de toutes les questions industrielles. Elle est véritablement spécialisée dans ces questions-là. Et d'ailleurs, si vous ne connaissez pas le site de la FRS, je vous invite à aller dessus, donc frstratégie.org. Il y a régulièrement des publications qui sont faites, entre autres par Hélène, et qui traitent de toutes les questions industrielles, et en particulier un certain nombre de publications sur le Fonds européen de défense, dont un rapport qui est publié annuellement par Hélène et qui donne un petit peu, vraiment dans le détail, un certain nombre de données en ce qui concerne le Fonds européen de défense. Donc Hélène va prendre la parole de manière à nous indiquer comment, en tant qu'experte des questions industrielles, elle voit l'influence du Fed sur les dynamiques industrielles sous-jacentes et les perspectives qu'il apporte en matière de consolidation de la BITD à l'échelle européenne.
Hélène, c'est à toi. Merci Xavier pour cette introduction. Alors effectivement, le FED, en fait, ça représente, on l'a déjà dit, hein, mais une étape majeure puisqu'il ouvre la voie à un financement sur fonds communautaires de projets de R&D de défense, hein, de la recherche au développement de prototypes jusqu'à la certification. Donc comme on l'a vu en introduction, on a eu 4 appels à projets, donc 4 premières vagues. Hein, donc, la 4e vague est en cours de sélection. Donc moi, depuis les programmes transitoires PADR, EDIDP et les 3 premières vagues, je regarde, je prends chaque fiche et je décortique qui participe, qui en fait s'est approprié, quels sont les États, les administrations, les entreprises qui se sont appropriés ce nouvel instrument. Pour effectivement en sortir un certain nombre de statistiques qui me permettent du coup de fonder aussi un certain nombre d'analyses. Donc je vais me permettre de vous donner quelques dynamiques fondées justement sur ces statistiques qui portent donc sur ces 3 premières vagues d'appels à projets qui ont vu donc 160 projets sélectionnés. Enfin, il y en a 162 pour être exact, mais je ne prends pas en compte un accord cadre un peu spécifique et un autre sujet qui porte sur les points de... je cherche la traduction en français, une action de soutien et de coordination. Quoi, voilà. Mais bon, donc je raisonne sur les bénéficiaires sur ces 160 projets qui sont donc des actions de recherche et de développement pour essayer de voir quel est le niveau d'appropriation par État et par type d'entreprise. Donc si on regarde le nombre de participations par État, hein, donc par nationalité des entités qui participent, on s'aperçoit qu'on a quand même 4 États qui tirent nettement leur épingle du jeu. Hein, donc là je raisonne sur 3 ans. Hein. C'est la France, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne. Donc tous les 4 pèsent, c'est une moyenne sur 3 ans, à peu près 52% des participations en fait. Hein. Et la France est en tête, hein, en moyenne, hein, c'est à peu près 15%, et elle est en tête depuis 3 ans en fait, en nombre de participations. Mais en revanche, si on regarde le poids annuellement, l'évolution de ce poids de ce top 4, depuis 2021, on voit quand même que d'une année sur l'autre, il diminue en fait, hein, puisqu'il est passé de 55% sur FED 2021 à 49% sur FED 2023. Ça veut dire aussi qu'il y a une montée aussi en nombre de participations d'autres États. Mais en tout cas, ce poids du top 4 diminue progressivement en fait. Hein. Donc on a ce premier cercle, clairement, hein, qui domine. Hein. Et puis ensuite, on a un second cercle avec la Grèce, hein, les Pays-Bas, la Belgique, la Suède, la Norvège et la Pologne, qui en cumulé représentent à peu près 28% par exemple des participations en 2023, contre, c'est là qu'on voit leur progression, 25% sur FED 2021. Donc au total, on a quand même 10 États qui représentent à peu près 80% des participations. Ce qui veut dire aussi que du coup, on a 17 États membres qui n'en représentent que 20%, ce qui est aussi un petit peu problématique si on parle de gérer un petit peu de logique inclusive et communautaire. Alors, si on regarde les montants qui sont disponibles pour les 2 premières années, hein, moi je raisonne à partir de montants disponibles et communiqués par la Commission européenne. Donc sur les 2 premières années, donc FED 2021, FED 2022, on a des entités françaises qui sont destinatrices de 21% des financements, en fait, des financements UE. Suivi ensuite par l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie, qui sont chacun autour de 14-15%. Quoi. Et encore une fois qu'on a passé ces premiers États, on a quand même un net décrochage, hein, en termes d'États qui bénéficient de ces financements. En fait, hein. En termes de pilotage, bon, là c'est logique, hein, on retrouve bien sûr France, Espagne, Grèce, Italie et Allemagne qui pilotent 74% des projets sur ces 3 dernières années. Et là aussi, une France qui est en tête, même si elle est en régression, mais elle est aussi en tête. Hein. En termes de thématiques, on voit qu'il y a quand même une concentration autour de quelques États sur des thématiques et des domaines comme, et ça ne vous étonnera pas, le spatial, le combat terrestre, le combat aérien ou encore les senseurs. La dispersion, je dirais, en nombre d'États qui pilotent, en fait, en tout cas des entités, parce que je raisonne toujours par nationalité des entités. Hein. Cette dispersion est plus grande sur, bien sûr, c'est pas étonnant, sur les projets dédiés SMI, en fait. Hein. Donc on va retrouver 15 nationalités différentes, en fait, qui pilotent des projets PME. Donc ça montre aussi l'importance des projets dédiés PME, en fait. Hein. Donc on constate bien que depuis l'origine, on a des États qui jouent le jeu, donc des États producteurs d'armement historique, hein, les fameux
grands États producteurs du top 6. Là. Certains jouent le jeu, comme la France, l'Espagne, l'Italie, d'autres un petit peu moins, ou s'y sont mis un petit peu tardivement, j'allais dire, comme l'Allemagne et la Suède, par exemple. Et on constate très clairement que la moindre mobilisation aussi des administrations nationales impacte aussi de facto la participation et la mobilisation des entreprises et des centres de recherche, en fait. Donc, on a certaines administrations nationales qui vont soutenir des projets en s'inscrivant dans une logique capacitaire. C'est le cas de la France, comme on vient de le voir. Donc, l'idée, c'est d'abord de soutenir des projets qui ont une logique capacitaire, qui répondent aux besoins des armées actuelles et futures. Quand d'autres ont plutôt pour maître mot de soutenir leur industrie nationale. Donc, on est plus dans une logique de politique industrielle, dans l'objectif de consolider ou d'acquérir de nouvelles compétences, le cas échéant d'accompagner l'internationalisation de leurs activités, ou plus généralement d'élever le niveau technologique en fait, de la nation. En fait. Donc autant la France, par exemple, est dans une logique capacitaire, j'allais dire l'Italie, l'Espagne, la Grèce ou d'autres pays sont plus dans une logique de soutien, enfin en tout cas dans une logique de politique industrielle en fait. Et par ailleurs, en dehors de la France et de l'Allemagne, on a aussi, quand on regarde les autres États membres, une situation quand même de sous-financement chronique en fait de la R&D de défense et encore plus de la R&T. Et si bien que ces financements communautaires sont quand même essentiels, voire pour un certain nombre de pays d'une importance vitale en fait. Donc il y a aussi une mobilisation aussi d'un certain nombre d'administrations pour aller chercher, et des entreprises pour aller chercher ces financements. C'est le cas de l'Italie, l'Espagne, la Grèce, les pays nordiques et aussi les pays de l'Est en fait. Si on regarde le profil des participants sélectionnés en fait depuis 2021, qu'est-ce qu'on constate ? Bon, c'est assez logique. C'est la part dominante des entreprises qui représente 71% des participations. On a en termes de participation 17%, ce sont des centres de recherche, et 10% l'enseignement supérieur. Et ce sont les entreprises pilotent en fait à peu près 80% des projets. Si on regarde les profils d'entreprises, notamment grands groupes et ETI, donc entreprises de taille intermédiaire, ces deux profils d'entreprises, donc grands groupes et ETI, se taillent la part du lion, donc à hauteur de 40% des participations, et pilotent la moitié des projets. Et ces entreprises, vous ne serez pas étonnés, sont généralement les grands maîtres d'œuvre et systèmes et équipementiers qui sont plutôt localisés à l'ouest de l'Europe, ou le cas échéant au nord. On a plusieurs groupes européens qui se distinguent alors, très nettement en nombre de participations, mais aussi en montant obtenu. C'est Thales, l'italien Leonardo, Airbus et l'espagnol Indra, qui sont vraiment très au-dessus des autres, suivi d'un second cercle formé par exemple du suédois Saab, du français Naval Group, de l'allemand Rheinmetall et de Hensoldt, de Safran et de MBDA en fait. C'est important de noter quand même que la plupart de ces entreprises, une majorité, ont des activités duales et sont aussi historiquement très présentes en fait, sur la scène communautaire et très sachantes des arcanes en fait, communautaires et des contraintes, des règles pour aller chercher aussi des financements communautaires. Donc c'est aussi des entreprises qui sont européanisées, donc ce qui facilite aussi le montage de projets en, fait, en consortium. En fait. Si on regarde au niveau des bénéficiaires directs, et notamment au niveau des PME, ces dernières représentent 31% des participations. Alors juste pour souligner la différence avec les statistiques publiées par la Commission européenne qui est à 40%, moi il me manque, j'ai une boîte noire, c'est les sous-traitants qui ne sont pas en fait communiqués par la Commission européenne. Donc je raisonne essentiellement sur les bénéficiaires directs. Donc les PME représentent à peu près 31% des participations sur 3 ans et pilotent 35% des projets, sachant que ce sont les PME grecques qui arrivent en tête en nombre de participations, suivies des PME italiennes, espagnoles, françaises et allemandes. Mais sur le plan du pilotage des projets, c'est vraiment les Grecs et les Espagnols qui se distinguent. Alors c'est clair que, le FED en fait, représente vraiment pour certains États vraiment un moyen supplémentaire d'arrimer leurs entreprises, en particulier ETI, PME, à la BITDE et vraiment de les insérer dans les réseaux européens scientifiques et techniques, de renforcer aussi, le cas échéant, les compétences et la position de marché d'entreprises de niche,
Et ça, on le voit notamment chez les Baltes. Je pourrais prendre l'exemple de Milrem ou de Baltic Workboat. Ou encore d'essayer de sortir aussi d'une logique de production sous licence ou de seules activités de maintenance et de modernisation. Donc, sortir d'une logique d'offset, en fait, dans l'idée, bien sûr, de monter dans la chaîne de valeur. Donc, cette approche est vraie aussi pour des pays comme la Belgique, le Danemark, les Pays-Bas, le Portugal, l'Estonie, voilà, et toute la partie pays d'Europe de l'Est, en fait. Si on regarde sur le plan des financements, et ça fait une nette différence par rapport à la participation, donc c'est important toujours de voir les aspects financement. Toujours sur ces 2 premières années, dont j'ai des chiffres, on voit que grands groupes et ETI captent 65% en fait, des financements sur cette période, sur ces 2 premières années, contre 18% pour les PME et 12% pour les centres de recherche. Et si on se focalise sur le montant PME, 60% de ce montant va vers des PME localisées en Grèce, en Estonie, en Allemagne, en France, en Espagne et en Italie, en fait. Alors, je regarde aussi la question de la participation des entités établies dans l'UE et en Norvège, puisque la Norvège est associée, mais contrôlée par une entreprise originaire d'un État tiers. Voilà. Donc, en fait, les filiales d'entreprises non européennes, en fait. Comme vous le savez, il y a quelques paragraphes dérogatoires qui permettent donc la participation de ces types d'entreprises. Alors, je ne vais pas revenir sur les conditions requises, mais on pourra y revenir dans les questions, le cas échéant. Donc, en regardant toujours les bénéficiaires directs au sein des consortiums, il s'avère qu'elles représentent, donc ces filiales d'entreprises étrangères, donc non européennes, représentent à peu près moins de 4% en fait, des participations, ce qui est quand même, on va dire, assez marginal, mais ça concerne quand même sur FED 2021, FED 2022, un tiers des projets. Bon. Et à peu près 20% sur FED 2023. Alors, on retrouve dans ces filiales européennes d'entreprises étrangères, surtout des entreprises américaines, comme GD, via sa filiale espagnole, GE Electric, via GE Avio, suite au rachat d'Avio en Italie, ou encore la filiale tchèque Donewell, ou Raytheon, qui est présent via Rockwell Collins Allemagne. Sachant que voilà, quand on regarde en fait leur localisation, on voit bien que la base arrière européenne des groupes américains, on est plutôt sur l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, les Pays-Bas. Donc on va retrouver en fait ces filiales dans les programmes du FED. Et on retrouve aussi les filiales suédoises, néerlandaises, allemandes, des groupes britanniques. Et puis on voit aussi des petites PME britanniques passer par leurs filiales grecques et chypriotes. Et on retrouve aussi les entreprises israéliennes, IAI et Elbit Systems. IAI, c'est assez récent et c'est depuis en fait, son rachat du grec Intracom Défense, qui est une entreprise grecque très performante sur les différentes appels à projets FED en fait. Mais on retrouve aussi le japonais NTT via sa filiale espagnole ou encore le singapourien ST Engineering via sa filiale belge par exemple. Donc on voit que c'est surtout en fait, c'est pas étonnant, c'est lié aussi à la structuration de ces différents secteurs, mais on retrouve beaucoup les secteurs terrestres et spatials qui prédominent, mais aussi propulsion aéronautique, ISR et ICT. Mais bon, plus généralement, c'est quand même les filiales européennes des entreprises britanniques et américaines qui tirent leur épingle du jeu, en fait. Bon, ce qui est plutôt logique, puisqu'elles reflètent aussi l'historicité de leur présence en fait, sur le marché européen, notamment dans le secteur aéronautique, terrestre, naval et électronique, en fait. Alors, cette porte laissée ouverte aux filiales d'entreprises originaires d'États tiers crée quand même, quand on regarde et quand on discute avec les entreprises, une certaine instabilité quand même. Ça peut être source de tension quand même entre États et surtout entre entreprises lors de la négociation et des discussions sur le workshare et sur la propriété intellectuelle. Et c'est quand même relativement problématique quand cette participation dans un projet entre dans une stratégie plus globale de pénétration de marché en fait, ou de renforcement de position commerciale d'un groupe étranger. Donc on voit bien un niveau de participation très variable selon les États et selon le type d'entreprise. Alors il est vrai que l'approche du FED clairement est complexe, ça on ne peut pas le nier. Car les règles communautaires sont complexes à appréhender, donc il y a vraiment une nécessaire
apprentissage des exigences, des contraintes, des procédures et aussi de tout le langage propre en fait au programme communautaire. Donc il y a vraiment un travail d'appropriation de ces nouveaux mécanismes qui représentent quelque part pour les entreprises non sachantes de ces règles vraiment une vraie barrière à l'entrée quand même. Mais il y a quand même c'est un fait indéniable, ça je vous le répète à la limite depuis PADRE et DIDP, c'est quand même la contribution du fait vraiment à une relance de la dynamique de coopération dans le domaine de l'armement. On a des administrations nationales et des entreprises qui se sont vraiment appropriées ce nouvel outil de financement européen. Alors notamment, bien sûr, les principaux maîtres d'œuvre et les systèmes équipementiers d'Europe de l'Ouest et du Sud. On a des stratégies coopératives interétatiques et interindustrielles qui se mettent en place sur des briques technologiques qui intéressent la défense. Donc on a clairement, avec le FED, un instrument qui pousse les États à dialoguer autour de thèmes d'intérêt commun et qui aussi incite les entreprises à penser le développement de nouvelles technologies et l'entrée sur de nouveaux marchés sous l'angle de la collaboration interindustrielle. Donc on a quand même le lancement de 160 projets, ce qui est quand même, j'allais dire, un succès en soi, je dirais, pour la Commission européenne, en fait. Et on voit bien que c'est la possibilité aussi de fédérer autour d'un même projet une majorité d'États potentiels futurs clients, en fait. Et ils sont d'autant plus intéressés à acquérir l'équipement qu'ils auront participé au financement de la R&D et que leurs industriels auront intégré le consortium depuis l'origine. Donc, quelque part, on est un peu dans une logique captive, en fait. Et donc, on est un peu dans une approche qui vise à infuser l'offre européenne dans la stratégie d'acquisition des États membres. Et on voit bien du côté des entreprises, c'est aussi le moyen d'adapter ou d'accompagner l'adaptation de leur portefeuille de technologie, de consolider certaines positions commerciales, voire d'accompagner en fait une stratégie export déjà existante. Et on le voit aussi pour les PME et ETI, c'est pour les entreprises peu présentes à l'international, notamment à l'est de l'Europe, sur le marché européen, c'est le moyen d'initier ou le cas échéant d'accélérer aussi la phase d'internationalisation initiale des activités des entreprises, notamment vers l'est de l'Europe et le sud. Et pour celles déjà internationalisées, c'est aussi la possibilité de dynamiser leur filiale locale, en fait. Donc on a quand même des projets qui sont clairement vecteurs de coopération. Et on le voit dans la stratégie des consortiums, en fait, qu'on a souvent des entreprises qui approfondissent leurs liens, par exemple, avec les partenaires historiques. Et on voit bien que c'est vraiment un incitatif, en fait, à l'élargissement du réseau collaboratif, en fait, dans l'entreprise. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'au fil des projets et des habitudes de coopération, on voit bien des trajectoires d'internationalisation et de consolidation. Donc on est sur un environnement favorable, donc on voit des trajectoires se mettre en place, donc c'est une question de court, moyen, long terme, mais ça c'est quelque chose de très positif. Mais ce qui est fondamental, et on l'a déjà dit, c'est d'assurer, en fait, c'est de tirer le fil, en fait, c'est d'assurer la continuité des projets, d'accompagner le développement, en fait, des technologies jusqu'à la mise sur le marché. Sinon, on pourrait avoir du coup un petit peu des coups d'épée dans l'eau, surtout que certaines entreprises autofinancent et que le retour sur investissement est relativement lointain, voire incertain. Donc c'est vraiment fondamental d'assurer cette continuité du fait vers de véritables programmes d'équipement qui se traduisent de facto par des acquisitions conjointes. Donc on est sur du temps, j'allais dire, plus long, certes, mais c'est vraiment cette visibilité qui permettra de mobiliser et de renforcer les entreprises les plus innovantes, voire aussi d'en faire émerger de nouvelles. Merci Hélène. Bon, vous voyez que les questions industrielles sous-jacentes au Fonds européen de défense sont extrêmement complexes et donc je pense que le discours assez long d'Hélène vous a initié un petit peu à toute la complexité de ces problématiques. Voilà, donc là, nous avons eu, je dirais, 2 coups de projecteur sur le Fonds européen de défense venant donc de participants qui sont français. Et bien évidemment, il y a aussi une donnée qui est tout aussi essentielle vis-à-vis du Fonds européen de défense, c'est quelle est la vision de la Commission européenne elle-même qui met en œuvre le Fonds européen de défense au nom des États membres. Donc pour répondre à ces questions, donc, j'ai invité Madame Sylvia Keynes-Hubert. Donc Sylvia Keynes-Hubert est chef d'unité à la DG Defis, donc la
la direction générale de la défense, de l'industrie et de l'espace au sein de la Commission européenne, et elle est en charge de la mise en œuvre du Fonds européen de défense au sein de la Commission. Donc elle va nous donner ces premiers éléments en ce qui concerne les premiers enseignements tirés du Fonds européen de défense au terme de ces 3 premières années d'existence, vues de la Commission européenne. Sylvia, c'est à toi. Merci et bonjour à tout le monde. Beaucoup de choses étaient déjà dites, des choses intéressantes, et je crois que je ne vais pas revenir là-dessus. Je voudrais bien me concentrer sur ce qu'on a fait et tirer un peu des leçons d'un processus qu'on appelle l'évaluation intermédiaire de chaque programme de l'Union européenne qui doit être fait. Nous aussi, nous avons l'obligation, maintenant, après 3 ans de la mise en œuvre de ce totalement nouveau programme, c'était jamais fait avec le budget communautaire, il faut le dire aussi. C'est vraiment la première fois qu'on a quasiment pris de budget de l'Union européenne communautaire pour financer, soutenir la collaboration de l'industrie de défense en matière de recherche et développement. Il y en a d'autres programmes qui sont suivis, mais ça, c'est vraiment, si vous voulez, la première. Cette procédure d'évaluation, processus d'évaluation intermédiaire, c'est un processus qui implique en consultation avec tout ce qu'on appelle le stakeholders, ça veut dire tous ces acteurs qui ont un rôle ou les bénéficiaires de ce programme qu'on a consulté l'année passée pendant dans des différentes, ça veut dire les États membres qui nous aident et qui jouent un rôle principal dans la mise en œuvre, dans la programmation du fonds. Qu'est-ce qu'on va faire tous les années avec l'argent de Fed? Quels sont les thèmes, les sujets sur lesquels on veut se concentrer? De l'autre côté, l'industrie qui a participé, quelles sont leurs expériences, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qu'il faut améliorer. Et ça va mener à un rapport qui va être publié probablement en mai cette année, ça veut dire dans quelques mois. Ça veut dire qu'on est momentanément en train de tirer un peu les leçons pour nous-mêmes. Je ne peux pas maintenant, dans 10 minutes, pas vous donner tous les détails. Il y a beaucoup de choses. Il y a aussi beaucoup d'expériences que la Commission tire de chaque mise en œuvre, en fait, de programmation, de se mettre trouver un accord entre les États membres sur où est-ce que le financement de FED va aller, qu'est-ce qu'on va faire avec, mais aussi avec le travail qu'on a avec les consortiums industriels après, sur la mise en œuvre des projets. On apprend. Et 3 ans, c'est relativement peu pour un premier programme de ce type pour déjà tirer des leçons beaucoup plus long terme, notamment sur l'impact. Ça, on ne peut pas encore faire, mais on apprend et on peut améliorer, et c'est ce qu'on va faire avec cette évaluation intermédiaire. Je voudrais bien peut-être souligner quelques points, et je m'arrête là. Côté positif, on a déjà entendu attractivité de programme. Oui, on voit côté État membre, de plus en plus aussi là, un processus d'apprentissage. Comment structurer, comment mener ces discussions. Mais il y a de plus en plus d'intérêt aussi maintenant de côté État membre de proposer des sujets, de thèmes. Et là, on ne parle pas seulement des technologies, de petits briques technologiques qu'on veut ajouter ou contribuer, mais vraiment avoir une vision aussi de capacité, de développement capacitaire plus long terme qu'on veut introduire dans la programmation du FED. Et malheureusement, là, on voit que les estimations ou le budget qu'on a n'est pas suffisant. On pourrait quasiment investir 3 fois plus de thèmes qu'on a si on regarde que les thèmes de coopération que les États membres proposent. Et ce n'est pas la Commission qui décide qu'est-ce qu'on va faire, on se base sur les propositions
de coopération d'abord des États membres entre eux, où eux, ils voient un potentiel de coopérer dans la recherche et le développement au niveau européen. Ça veut dire qu'on pourrait avoir 3 fois plus de budget sans problème. Hein, et on pourrait les dépenser avec des projets aussi de long terme, en même temps aussi des projets plutôt qui visent à des avances innovatives à court terme. En ce qui concerne côté industriel ou base industrielle technologique européenne, là aussi, on a déjà entendu les chiffres, chaque année on voit un constat, augmentation des propositions qui arrivent. C'est peut-être aussi un peu les résultats d'un processus à apprendre. On a entendu les règles qui sont complexes, oui, mais ils sont aussi complexes parce que dans les négociations du Fed, il y avait une vraie volonté de dire à assurer que l'argent ou le budget de fait va bénéficier la base industrielle et technologique européenne, se concentrer là-dessus, comme objectif final aussi l'autonomie stratégique, augmentation de l'autonomie stratégique en Europe et aussi une réduction de dépendance, ça veut dire aussi dans les supply chains. C'était un des objectifs dès le début et ça a mené à une certaine, complexité peut-être des règles. En plus, sur l'idée que, et c'était expliqué par Cécile, que dans la phase bas de bas TRL, si vous voulez, low TRL recherche, où les risques pour les entreprises et les consortiums des entreprises est très grand, qu'on finançait quasiment tout, hein, les 100% viennent, du coup sont couverts par le Fed, pourtant qu'on ne voulait pas ou on voulait aussi avoir un certain commitment, hein, ou comme on dit, une expression claire, ou une intention claire des États membres de dire le moment où on bouge avec étape par étape de développement de projets vers prototypage et au-delà, ça veut dire la pré-industrialisation quasiment des systèmes, des capacités, des produits, des technologies qu'on produise, que des États membres sont derrière ces projets et ont une intention de les procurer, de les amener à l'industrialisation, au procurement de ces projets après. C'était important et ça explique un peu ce besoin de cofinancement des États membres. Deuxième fois, aspect positif qu'on voit après consultation de tous les acteurs émergés, que le lien avec les priorités capacitaires exprimées par les États membres eux-mêmes au niveau européen, le lien, ça marche apparemment très bien. Ça veut dire, on a déjà entendu CARD, PESCO, Strategic Compass. L'idée n'est pas vraiment de se lier et de dire le Fed va aider, contribuer à développer ces capacités sur lesquelles les États membres s'est déjà mis d'accord au niveau européen de coopérer et ou de les voir comme priorité. Il y a des choses à améliorer, bien sûr, mais au fond, ce lien était vu et considéré comme un aspect important. Aussi, le niveau de coopération. Hein, c'est ce qu'on voulait, nous. On ne peut pas avoir un fonds qui est, ça veut dire un programme pour les 4 États membres qui ont l'industrie de défense les plus puissantes en Europe. Et c'est un programme communautaire. L'idée était quand même aussi de défragmenter, ça veut dire les activités industrielles qu'on voit au niveau européen, ça veut dire cette façon d'assurer une coopération, c'est ce qu'on appelle cross-border cooperation, dans chaque projet, dans une certaine façon et dans une certaine, comme on dit,
dans les moyens possibles. Et ça, on va venir en moyenne. Hein, on a 17 entités de 8 États membres qui sont maintenant impliqués dans les projets. Ça veut dire l'idée de aussi profiter peut-être de nouveaux partenariats à travers des frontières. Ça commence à marcher. Je ne dis pas que c'est la solution pour tous et tout, mais de sortir un peu la coopération ou le recherche et développement de ces contraintes un peu nationales et peut-être créer un peu les bases des coopérations au-delà de la R&D dans la future. Et je crois que ça, c'est important. Ça semble marcher et on voit que ça s'élargit. Et on a quand même aussi des retours de l'industrie qui disent on trouve ça à nous d'apporter de nouveaux partenariats, de nouveaux contacts, des choses qu'on ne savait pas, des contacts dans d'autres pays. Et c'est intéressant et on a bien profité d'être quasiment forcé de chercher des partenaires pour nos projets ailleurs, dans d'autres pays, qui étaient finalement aussi considérés comme une richesse et un aspect positif. Inclusivité, c'est un peu lié à ça. Les bénéficiaires, je ne dois pas maintenant encore donner des chiffres, ils étaient déjà donnés, mais on a quasiment parmi les 160 projets qu'on finance ou cofinance avec le fonds, 1400 bénéficiaires de quasiment tous les États membres. Et là, un peu, selon notre analyse, un tiers des participants au fonds sont des PME. Qui, en total, reçoivent autour de 25% de financement du FED. On voit aussi qu'on arrive, avec le fonds, à attirer, et ça, c'est aussi un aspect que nous, on peut faire avec le fonds au niveau européen, de dire il y a des activités civiles, il y a de plus en plus aussi des acteurs civils, où dans certains domaines, il y a même beaucoup plus aussi des avances qui sont faites dans les nouveaux types de technologies beaucoup plus vite que dans la défense. Ça sera intéressant de voir si on peut aussi ouvrir un peu la porte, qui est très difficile aussi, très souvent, pour ces acteurs civils, d'entrer dans les coopérations dans le domaine de défense. Et là, on a vraiment fait un énorme effort dans les FED, et ça semble marcher aussi. Ça veut dire que le programme est aussi capable d'attirer des acteurs nouveaux, des acteurs civils dans certains domaines ou dans certains domaines technologiques qui sont où le fonds soutient les recherches et les développements. Là où on a eu problème au début du fonds aussi, on était pas mal critiqué de l'un côté de dire voilà, il faut assurer que l'argent européen bénéficie ou va bénéficier les entités européennes, ça veut dire la base industrielle européenne. Où on a eu beaucoup de critiques, ou même par quelques États membres, que ça sera une protectionist instrument, un peu comme ça, aussi par beaucoup de pays tiers. Mais on voit que quand même la coopération au-delà avec des entités soit contrôlées par des pays tiers ou par des entreprises de pays tiers, ça marche aussi. On voit que si on inclut la Norvège, c'est quasiment la moitié des projets financés par le fait qui impliquent des entités, des entreprises qui sont contrôlées par des entreprises de pays tiers ou qui sont, ça veut dire, une filière établie au niveau de l'Union européenne, contrôlée sous des conditions de sécurité, mais la participation n'est pas totalement exclue, ça marche. Sur l'innovation, côté positif, on a introduit dans le FED un programme d'innovation qui est
quasiment entièrement financé par le Fed, où on a introduit, ça veut dire de nouveaux méthodes, de nouveaux types de cols pour vraiment améliorer et investir dans l'innovation, aussi essayer de faire ce type de procédure, de processus ou des cycles d'innovation plus vite, attirer notamment là des nouveaux acteurs qui n'étaient jamais actifs dans la défense, avec des appels de propositions dédiées, des financements des cascades, utilisant les accelerators, par exemple le Business Accelerator du programme civil, où on a dit voilà, ça pourrait aussi être intéressant pour les entreprises de la défense. Les technical challenges, maintenant qu'on dit ça, challenge technologique, j'imagine, hackathons, voilà. Et utiliser aussi ce type de nouveau ou de cette procédure pour arriver à intégrer des innovations le plus vite possible là. Pour le moment, on voit que ça commence à vraiment être intéressant et attire beaucoup d'intérêt aussi des petites entreprises, mais aussi des grands acteurs industriels dans la défense. Côté peut-être maintenant, je ne voudrais pas dire négatif, mais des choses à améliorer. Une chose qui était déjà mentionnée, c'est le planning multi-annuel du Fed. Pour le moment, le règlement prévoit que il faut mettre en œuvre le fonds sur des programmes annuels. En même temps, on sait que le développement des grands capacitaires à laquelle on veut contribuer, et là on parle vraiment de missile defense ou les véhicules blindés, même contribution au développement des main battle tanks. Ce sont des grands projets qui demandent un accompagnement dans le développement à travers de plusieurs étapes et plusieurs années. Et là, on voit un peu les limites de cette programmation annuelle qui fait les choses, cet accompagnement de ces projets assez difficile. Ça veut dire là, il faut vraiment réfléchir dans la future. Est-ce que multi-annual programming, par exemple, est-ce que un autre type d'outil qui nous permet de vraiment accompagner à travers du Fed version 2,0, si vous voulez, dans la future, mieux cet type de développement, projet de développement, de début de recherche du BAT-IRL jusqu'à ce que prototypage sont chaque fois aussi peut-être avoir les besoins de réouvrir les étapes suivantes à, par exemple, un nouveau call compétitif ouvert. Il faut vraiment voir comment on peut trouver un instrument de dire une fois on a un consortium sélectionné, comment on peut accompagner peut-être ce travail de A à Z dans une façon plus cohérente, plus avec une prévisibilité, aussi une visibilité de ce qui va venir beaucoup plus clair que maintenant. Et là-dessus, nous sommes en train de réfléchir. Ça demande aussi un peu, bien sûr, l'accord des États membres dans sa totalité. On a vu dans la discussion de programme de comité du FED que jusqu'à maintenant, il y avait quand même une certaine, je dirais, réticence de petits États membres, notamment où je dis plutôt des États membres avec une industrie qui était moins développée, par exemple, que France, Allemagne, Italie, Espagne, qui n'ont pas eu la confiance que ces grands types de projets fédérateurs les permet à leur industrie ou leurs entreprises de participer suffisamment à travers le temps qu'un tel développement prend. Qu'est-ce qu'on voit aussi?
où on a constaté, notamment sur des grands projets, je ne dis pas prioritaires ou fédérateurs, la coopération entre les États membres dès le début, de se mettre d'accord où ils voient leurs priorités, leurs priorités à coopérer, quels sont ces grands projets, je dirais pas flagship, mais quasiment prioritaires du fonds. Préparer ça, se parler, se coordonner avant est essentiel. Et je crois que là aussi, côté États membres, il y a conscience de ça, parce que la coopération industrielle toute seule, ça ne va pas marcher si en même temps on a une bonne coopération en amont, avant que les thèmes soient proposés déjà au fond, entre les États membres qui doivent à un certain moment, bien sûr, cofinancer les travaux de développement. Autre point, c'est mettre d'accord sur ce qu'on veut faire. On a eu, pour commencer avec le FED, une avalanche des idées, de propositions qu'on a dû faire réduire. Et on voit maintenant encore aussi que chaque année, il faut, avec un processus assez long de discussion, transparente, ouvert, mais c'est mettre d'accord sur des priorités, qu'est-ce qu'on va faire avec l'argent, comment on ne peut pas faire tout, il faut choisir. C'est difficile. Mais même du dernière conclusion du Conseil de la défense au niveau européen a démontré ça. Il y avait aussi une demande pour la future de se mettre d'accord quels sont nos projets, nos thèmes prioritaires de coopération dans la future au niveau européen. Ceux qui ont déjà participé dans le fonds, qui savent que, oui, on a un peu de contribution de base, soit c'est 100% pour la recherche niveau bas. Si on bouge vers des développements, vers prototyping, on a aussi introduit un système de bonus qui augmente l'intensité de la financement ou de contribution financement de FED. Si certaines conditions, par exemple, sont données ou remplies, entre autres participation de PME, coopération à travers des frontières avec des PME. Et on voit que ce système de bonus a bien marché et ça a eu un impact, mais peut-être même un peu trop, parce qu'on voit de temps en temps que ça a mené à des consortia qui étaient mais très, très, très grands. Parfois, on a même vu des projets qui ont inclus 40 entités différentes. Et ça, on a eu un clair retour aussi des industriels qui ont fait la coordination de ces projets, qui a dit non, mais ça, vraiment, c'est trop. On ne peut pas mener un projet de cette taille, c'est plus inefficace. Je dois dire que c'est pas ce qu'on veut avec le fonds, qu'il y a une armée de participating entities, si vous voulez. Jamais on a dit ça, que ça c'est vraiment l'objet ou un must pour tout le projet qu'on veut financer. Là aussi, il y a peut-être une réflexion à mener. Comment, peut-être c'est un type de communication qu'il faut mieux communiquer aux consortiums industriels, mais on comprend que des projets de 40 entités, juste, comme on dit, pour gagner un type de beauty contest qui a le plus grand consortium, ça ne peut pas être ça. Là, il faut trouver dans la future aussi un peu plus de l'équilibre de l'efficacité de composition des consortiums. Et de nouveau, on est en train de réfléchir là aussi. Un dernier point peut-être assez important qui est aussi venu devenu de plus en plus important avec notamment aussi les guerres en Ukraine, où on voit le cycle d'innovation doit être beaucoup plus vite et le FED, pour le moment, n'est pas vraiment préparé à ça. Les règles ne sont pas faites pour ça. On essaye le mieux qu'on peut pour trouver des façons à améliorer
et faire essayer de donner des possibilités de projets qui mènent à une amélioration, une innovation, des progrès vite. Mais quand le fait était conçu, il était en fait conçu pour accompagner, contribuer au développement des capacitaires plutôt long terme. L'importance d'avoir comme on dit, des avances dans l'innovation très vite, qui peuvent être extrêmement importants, n'était pas vraiment un peu sur l'écran de co-decision makers qui ont créé le fonds et qui ont décidé sur les détails et des règles du fonds en 2021. Et ça, c'est surtout quelque chose aussi à changer ou à discuter, à voir comment on peut améliorer le futur fonds dans cet aspect. Et voilà, et le dernier point, mais qu'est-ce qu'on a reçu? Beaucoup des retours aussi de nos stakeholders. Il nous faut plus d'argent. C'est un instrument qui marche, qui est intéressant, qui peut notamment sur en termes de coopération européenne, là où les États membres le veulent, où c'est aussi vraiment donne des possibilités nouveaux aussi pour l'industrie européenne derrière. Mais on pourrait, comme on dit, améliorer et faire beaucoup plus vite certains développements efficaces et plus efficaces d'accompagnement de développement capacitaire. Et si on pourrait, dès le début, injecter beaucoup plus de budget qu'on a pour le moment. Et de l'autre côté, on est très conscient de ça, mais bien sûr, le budget et futur d'un instrument comme le Fonds européen de défense va faire partie de grandes négociations du cadre financier de l'Union européenne pour les prochains 7 ans. Mais juste pour le dire, le feedback qu'on a reçu était il nous faut plus dans la future. Voilà. Je termine avec cette dernier aspect. Merci beaucoup Sylvia. Bon, je passe la parole sans plus tarder à Maxime parce que ces discussions sont passionnantes, mais malheureusement le temps file. Donc Maxime, directeur de recherche à l'IRIS, va nous éclairer sur les bonnes idées qu'on pourrait injecter dans un outil qui serait amené à succéder au Fonds européen de défense. Merci Maxime, si tu peux tenir en une dizaine de minutes pour qu'on ait le temps de prendre une ou deux questions. Je te remercie. Oui, je vais essayer d'être bref. Déjà, la première remarque que je voulais faire, c'est celle-ci. En fait, souvent quand on parle des instruments ou cadres de coopération au sein de l'Union européenne, on en parle quand même beaucoup de manière abstraite et beaucoup de manière totalement séparée du contexte stratégique. Or, en fait, le Fonds européen de défense, s'il y a une manière de le voir comme un instrument utile, ça doit être vu comme un instrument de préparation à la guerre. Et donc, voilà, en fait, mon propos et ce à quoi j'essaie de réfléchir en préparant les quelques pistes de réflexion, en tout cas, dont je voulais vous parler, c'est vraiment en réfléchissant à ça. Comment le Fonds européen de défense peut être transformé à l'avenir en un véritable instrument de soutien à l'effort de guerre. Et donc, bon, évidemment, quand on parle de R&D, donc ça peut paraître un peu plus... un peu plus difficile de rapprocher forcément la R&D du temps de guerre, puisque traditionnellement, voilà, les cycles de R&D sont toujours très longs. On parle toujours, voilà, du hiatus entre la nécessité du temps long dans les programmes et la nécessité de l'urgence du temps court. En fait, oui, donc c'est complexe, mais il faut réfléchir à qu'est-ce que c'est le financement de la R&D, ou qu'est-ce que c'est tout simplement la R&D pour préparer la guerre. Et donc, le Fonds européen tel qu'il fonctionne aujourd'hui, tel qu'il est aujourd'hui, pour moi, n'est pas forcément adapté à cette nouvelle réalité. Et donc, je pense vraiment que si on doit réfléchir à cet instrument dans le futur, il faut arriver à utiliser les 2 ans là qu'on a devant nous pour vraiment
qu'il soit adapté à cette réalité et plus qu'il soit considéré simplement comme un instrument financier pour les industriels ou pour financer quelques briques technologiques par-ci par-là pour les États. Et donc voilà, on a vu les différents points positifs et les points améliorés ont déjà été évoqués. Pour moi, peut-être quand même, l'un des éléments les plus importants pour moi et ce que je crains, c'est que quand même le Fed ne permette pas de défragmenter et même produise l'inverse. Donc ça, c'est quand même ce que je crains. En faisant grossir le marché, je crains qu'on mette trop de temps ensuite pour défragmenter et pour en fait faire de la fusion d'acteurs de taille critique pour vraiment atteindre la masse quand même qui nous manque en Europe parce qu'on a une industrie très compétente par ailleurs. Donc ça c'est le premier propos que je voulais dire. Et du coup, voilà, en utilisant un peu les différentes réflexions qu'on a en France, mais en Europe quand même, quand on parle d'économie de guerre, ou en tout cas quand on parle d'économie de préparation à la guerre, ou d'adaptation des dispositifs internationaux à la nouvelle réalité. Donc peut-être que, en fait, voilà, moi ce qui m'a intéressé, c'est de réfléchir à ce qu'avait mentionné un article récent de Julien Malizard et Jocelyn Droff sur finalement l'idée de deux marchés de défense différents. Donc l'idée du marché de haute technologie avec des cycles de développement de temps long et qui produisent des armes de décision. Et ensuite le marché de consommables, d'armes de consommables à cycle de développement plus rapide. Et qu'il faut produire en masse bien plus importante que les armes de décision. Et donc, voilà, ce qui me paraît très intéressant, c'est d'arriver à extrapoler cette idée-là de segmentation du marché de défense pour l'utiliser dans un instrument de financement de la R&D européen. Et donc, pour moi, voilà, le FEDEF 2.0, il doit vraiment avoir cet objectif de segmenter ces deux marchés, le marché de défense en deux marchés distincts, et pour en fait être plus efficace dans ce qu'on finance. Et après, voilà, quand même avec un objectif, un troisième objectif que je mettrai, c'est quand même celui d'européaniser la conception, puisque voilà, quand même, à mon avis, le FEDEF doit arriver à atteindre cet objectif. Et donc, on pourrait imaginer deux enveloppes dans le Fonds européen de défense 2.0. Une enveloppe qui financerait, pourquoi pas, les coopérations déjà lancées entre États. Et souvent, quand on parle de financer les coopérations déjà lancées, on dit mais ça va favoriser la coopération des gros États. En fait, pas forcément. On peut très bien essayer de rigidifier. On n'a pas réussi au FED 1 de rigidifier un peu le processus capacitaire européen, dans le sens où quand il y a une idée dans la CARD, elle rentre forcément dans le FED et, voilà, et ce qu'on discute, c'est voilà, que ça rentre forcément dans EDIP pour vraiment avoir un tuyau sans coupure du début à la fin. En fait, voilà, pour moi, c'est quand même une idée qu'il faudrait poursuivre. C'est vraiment privilégier dans ce fonds et donc dans cette enveloppe, dans cette première enveloppe, les coopérations entre États de long terme et qui sont lancées par exemple à l'OCAR, au sein de l'AED, qui sont identifiées dans la CARD, parce que quand même la CARD c'est un boulot énorme que l'Agence européenne de défense fait. Personne n'est au courant, or c'est quand même un catalogue de collaboration capacitaire possible. En fait, j'ai envie de dire, on a tous les outils qu'on a voulu créer et qui sont quand même très intéressants, et on ne les met pas vraiment en œuvre. Donc voilà, pour moi, ce serait vraiment une première enveloppe de coopération vraiment de long terme pour les plateformes, pour de haute technologie, pour vraiment être utile à ce marché d'armes de décision. Et ensuite, il y aurait une deuxième enveloppe pour les armes consommables. Et donc là, avec des appels d'offres beaucoup plus réguliers. On peut imaginer vraiment même plusieurs appels d'offres par an, alors que je ne l'ai pas dit, mais dans la première enveloppe, on pourrait imaginer plutôt des appels d'offres tous les 2 ou 3 ans.
Et donc voilà, mais par contre, dans cette deuxième enveloppe, on irait beaucoup plus vite dans les financements et dans le cycle de développement, dans l'idée vraiment de rapprocher au maximum l'expression du besoin et la livraison du matériel. Et enfin, potentiellement une troisième enveloppe spécialisée pour les technologies de rupture. Ce matin, il y avait une table ronde où on en a un peu parlé. En fait, quand même, l'IA et le quantique, à mon avis, doivent être considérés de manière vraiment très spécifique. Et on doit réussir, dans un fonds européen renouvelé, à financer quelques consortiums vraiment compacts sur ces sujets-là. Voilà, et bon, pour terminer, peut-être un élément que j'avais noté aussi, l'idée que la BEI s'engage beaucoup plus dans le cofinancement des consortiums Fed, enfin beaucoup plus, tout simplement s'investissent, puisque aujourd'hui c'est pas le cas. Parce que voilà, c'est vrai qu'en fait le cofinancement des États pose beaucoup de problèmes. Enfin, on en a évoqué un peu, mais c'est quand même un peu une procédure très très complexe. Ensuite, comment arriver à ce que tous les projets soient cofinancés. Sur les programmes où on voit qu'en fait il faudrait aller très vite, en fait parfois la technologie a déjà avancé que le projet n'est pas lancé, notamment en matière cyber, c'est assez frappant. Et donc voilà, bon, pour pas prendre beaucoup plus de temps, je voudrais vraiment insister sur l'idée qu'il faut réfléchir à des façons de faire évoluer le Fed vraiment pour préparer la guerre et non plus simplement comme instrument économique. Et donc voilà, il faut qu'on mette à profit les 2 prochaines années pour rapprocher l'expression du besoin de la livraison du matériel. Et la brique de R&D, elle est fondamentale, mais elle doit être parfaitement articulée avec la brique que j'espère qui va arriver bientôt, c'est-à-dire la brique EDIP, donc pour l'industrialisation des matériels. Voilà, j'essaie de faire le plus compact possible et je réponds à des questions si... Merci beaucoup Maxime, merci pour ces excellentes suggestions pour l'avenir et merci aussi d'avoir ramassé ta présentation dans le temps le plus court possible parce que collectivement on a vraiment beaucoup abusé du temps qui nous était imparti.